Merci Béchir. Merci Béchir. Donc, mon nom est Yves Tremblay. Je suis professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval, dans la province de Québec. Et donc, ce matin, ça me fait plaisir d'amorcer la saison 2026 avec la FIFOG. Nous en sommes à notre quatrième saison. Et donc, pour débuter en force, je vous présente la professeure Catherine Usan, qui est à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à la Sorbonne et qui va nous parler de cancer du sein pendant la grossesse, lutter contre les croyances. Madame Usan, la parole est à vous. Alors bonjour à tous. N'hésitez pas à noter vos questions auxquelles j'essaierai de répondre avec grand plaisir à la fin de la présentation. Pour rendre cette présentation plus interactive, j'ai proposé de me baser sur un certain nombre de croyances ou en tout cas de choses que malheureusement on voit fréquemment au quotidien dans la circonstance de cancer du sein pendant la grossesse. Et à chaque fois, on va repartir de choses qu'on voit souvent pour essayer ensemble d'expliquer pourquoi les choses ont changé et comment accompagner au mieux les patientes qui présentent un cancer du sein pendant la grossesse. Voici mes liens d'intérêt. Alors, première chose qu'on entend très souvent, on ne peut pas faire de bilan mammaire pendant la grossesse sur une masse suspecte, il vaut mieux attendre après l'accouchement. Alors, typiquement, ce genre de croyance va amener à des stades plus avancés, à plus d'atteintes ganglionnaires, et malheureusement, c'est des choses qu'on voit encore fréquemment. Et donc, c'est important de savoir que tous les examens, pratiquement, peuvent être réalisés pendant la grossesse. Alors tout d'abord, à commencer par le fait que le bilan local, échographie mammaire, axillaire, mammographie, sortez de votre tête les idées de tablier plombé. On n'en porte plus, hein, on n'en utilise plus. Et on a même des données, là je vous ai mis des images qui sont tirées des dernières recommandations de l'ESBO dans ces circonstances, qui montrent que non seulement le tablier n'est pas utile, mais pourrait être même plutôt négatif, avec peut-être plus d'irradiation vers les fœtus. Donc les doses qu'on a pendant une mammographie, elles sont très faibles, bien moindres que lors d'un scanner. Et on n'hésite évidemment pas à faire un scanner si par exemple une patiente a une suspicion d'appendicite pendant la grossesse. Donc voilà, la question n'est pas de savoir si on peut faire les examens, c'est de savoir s'il est nécessaire. Et s'il est nécessaire, ça ne pose aucun problème de le réaliser. De même, ça ne pose aucun souci de faire des biopsies, que ce soit des micro ou des macrobiopsies. Parfois, les gens craignent les risques de saignement. C'est des choses qui peuvent arriver, mais qui en général ne posent aucun problème à être contrôlées. Et donc, il est bien plus pertinent d'avoir l'information pendant la grossesse que d'attendre. Deuxième élément, les gens se posent la question de l'IRM mammaire. L'IRM mammaire, elle est possible. La seule élément qui est à noter, c'est que l'ESMO, dans ses guidelines, déconseille l'injection de produits de contraste. Alors, quand on interroge le CRAT, c'est le groupe spécialisé dans tout ce qui est information médicaments pendant la grossesse. Il s'agit de risques qui sont plus des risques théoriques, mais comme toujours, la question est de savoir est-ce que c'est indispensable et on dispose de suffisamment d'informations pour que le plus souvent on puisse se passer de l'injection de produits de contraste. Donc, si l'IRM est indispensable, elle peut être Je sais faite. pas. Euh, J'entends toujours voilà. pas. Est-ce que vous Hmm. pourriez couper le son de votre... Ouais, merci. Donc, C'est moi qui n'entends pas. est-ce qu'on peut couper le son de Fadila, s'il Ouais. vous plaît? Donc, deuxième phrase qu'on retrouve souvent, ou deuxième croyance, on ne peut pas faire de bilan d'extension pendant la grossesse si on diagnostique un cancer du sein. Alors, on peut réaliser des bilans d'extension chez la femme enceinte. D'abord, il faut savoir est-ce qu'il est nécessaire. Je vous ai remis là les indications de bilan d'extension. C'est pour les T3, T4, quel que soit le N, en cas d'atteinte ganglionnaire ou pour les cancers à haut risque d'extension, que ce soit les triples négatifs, HER de 3 croix ou, dans certains cas, se pose la question pour les PT2. En fait, c'est plus quand il y a une nécessité de chimiothérapie. C'est bon, je vous entends. Donc, est-ce qu'il serait possible de couper votre micro, s'il vous plaît? Ok, ok, ok. Merci. Dans les recommandations de l'ESMO qui ont été faites pour la situation du cancer du sein pendant la grossesse, il est noté, ce qu'on recommande le plus, c'est IRM et scanner thoracique ou IRM corps entier. Il est noté radio pulmonaire, échographie abdominopelvienne. Honnêtement, on ne le fera dans aucun cas. Ça ne correspond pas aux standards actuels.
et il y a un risque de sous-traiter des patientes, donc je ne vous le recommande pas. Euh, la question que se pose du TEP scanner, avant on avait des réticences pour le TEP scanner, je vous ai mis ici les avis concernant le TEP scanner par le CRAT, qui nous dit que s'il y a un risque de changer drastiquement l'attitude, c'est-à-dire que si on pense on a un fort risque d'avoir des métastases qui pourraient changer l'attitude des patientes, un TEP scanner est envisageable. Il est souvent fait avec une dose moins importante. Une autre option qui est possible, c'est le TEP IRM, encore faut-il en disposer. Donc, si me demandez dans les faits ce qu'on réalise, dans certains centres, il est réalisé des IRM corps entier. Nous, à la Pitié, on fait régulièrement des TEP scanners après discussion et adaptation des doses avec les médecins nucléaires. On a aussi l'accès au TEP IRM. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est important c'est de savoir, c'est que si vous avez un haut risque de métastase, il est bien plus pertinent de le faire plutôt que de ne pas le faire. Autre croyance fréquente, si on découvre un cancer du sein lors d'une grossesse, il faut systématiquement interrompre la grossesse pour sauver la mère. Alors, j'ai fait exprès de mettre des phrases un peu caricaturales. C'est quand même ce qui était régulièrement fait il y a une vingtaine d'années. Désormais, on sait qu'il est très rare qu'on ait besoin d'interrompre la grossesse et que dans l'immense majorité des cas, on pourra traiter la patiente, y compris selon les guidelines, sans interrompre la grossesse. Donc, ce n'est quasiment jamais nécessaire. Est-ce que tous les gens qui n'interviennent pas pourraient couper leur micro, s'il vous plaît? Merci. Donc l'objectif, c'est de traiter au plus proche d'une femme non enceinte. Beaucoup de traitements sont possibles. Les exceptions sont vraiment à discuter avec le couple. Finalement, ça va concerner des cas où il serait indispensable de réaliser une chimiothérapie et qu'on soit au premier trimestre, puisque vous le savez que c'est le trimestre où il y a un risque au niveau embryologique, ou la nécessité absolue d'une thérapie ciblée ou d'une immunothérapie de façon urgente. Ça représente qu'une toute petite partie des cas de cancer du sein. Alors, un exemple potentiel, un cancer du sein HER2/3 croix d'emblée métastatique. Le traitement de référence, c'est Taxol, Trastuzumab, Pertuzumab. Il y aurait alors un retard sur le traitement anti-HER2 qui pourrait mettre à risque la patiente. Donc là, ça fait partie des rares cas où pourrait se discuter une IMG. Après, ça va dépendre du terme où on se trouve. Si la patiente est par exemple à 32 semaines, bah oui, il peut être discuté de faire du Taxol, commencer le Taxol, permettre d'arriver vers diminuer. Alors c'est vraiment essentiel de limiter toute prématurité. On va le voir que c'est souvent plus ça qui a un impact sur les nouveau-nés que les médicaments. Voilà. Donc en tout cas, dans notre expérience actuelle et sur le groupe hospitalier de Sorbonne Université, nous avons le centre de référence pour cancer et grossesse où tous les avis sont pris et c'est vraiment très rare qu'on ait besoin d'indiquer une interruption de grossesse. Il faut toujours prendre un avis référent pour définir le traitement optimal et identifier ce qui est faisable et quel serait l'impact d'un décalage dans le temps. Autre croyance, on ne peut pas faire de chimiothérapie pendant la grossesse, quel que soit le terme. Donc là, je vous ai mis le tableau qui résume les thérapeutiques de cancer du sein au cours de la grossesse. La chirurgie peut être réalisée à tous les termes. La radiothérapie, en général, n'est jamais réalisée, même si elle aurait pu se discuter sur des termes très précoces. Dans les faits, elles ne seront pas faites. Alors finalement, qu'est-ce que ça va concerner comme cas? Ça va être des cas où il n'y aurait pas besoin de chimiothérapie, parce que sinon il y a le temps de la chimiothérapie. Ce serait des cas d'un petit cancer qui surviendrait tôt et où on se retrouvait à avoir un délai de plus de 3 mois pour réaliser la radiothérapie. Eh bien, dans ces cas-là, ça nous est arrivé à le réaliser. On peut plutôt discuter de réaliser une mastectomie, y compris avec reconstruction mammaire immédiate, qui permettra d'éviter la radiothérapie et d'optimiser le traitement de la patiente. C'est finalement pas des cas très fréquents qui se présentent. La chimiothérapie, elle peut être réalisée au deuxième et au troisième trimestre. Maintenir au maximum la dose intensité, donc il faut s'adapter au fur et à mesure de la grossesse au poids réel de la patiente. Dose adaptée donc au poids actuel de la patiente et non au poids avant la grossesse. On a l'accord pour les anthracyclines, le cyclophosphamide, les taxanes. On préfère le paclitaxel au docétaxel, ce qui est de toute façon ce qu'on donne le plus fréquemment au quotidien, nous, pour les cancers du sein, le carboplatine. Pour les antinauséeux, pas d'emend et on a un accord pour le GCSF s'il est nécessaire. Par contre, pour les thérapies ciblées, l'immunothérapie, tamoxifène, ça ne peut pas être donné pendant la grossesse, mais finalement, ça ne va pas concerner une majorité des cancers du sein qu'on rencontre pendant la grossesse.
Autre croyance, il faut faire accoucher la patiente le plus rapidement possible pour épargner l'exposition du fœtus à trop de chimiothérapie. Eh bien, on a la chance de disposer depuis déjà 10 ans de cette très belle série qui avait été publiée par l'équipe de Frédéric Amand pour le groupe INSIP, qui est le groupe international, le réseau international cancer, infertilité et grossesse, qui reprenait, publié dans le New England, qui reprenait une large cohorte de patientes prises en charge. Et ce qui était montré, c'est que les fœtus allaient plus avoir des effets secondaires de la prématurité que des effets de la chimiothérapie. Donc c'était quand même un élément très fondateur et important. Donc l'objectif, c'est de faire des traitements jusqu'à 35 semaines pour faire accueillir, ensuite accoucher les patientes. Donc ne vous dites pas, je suis à un terme viable, 30 semaines, je vais faire accoucher la patiente et je continuerai après à la chimiothérapie. Il est bien moins délétère pour le fœtus d'avoir qu'il y ait une cure de chimiothérapie alors qu'il est in utero que de le faire accoucher plus précocement. Et on s'est enquis non seulement de l'impact cognitif, cardiaque et sur le développement général des enfants avec des suivis au long cours pour pouvoir affirmer cela. Donc c'était quand même un élément majeur. Pendant la grossesse, il y a un suivi conjoint entre l'oncologue et l'obstétricien avec une écho fétale tous les mois, surveillance clinique classique, comme vous le voyez, les mouvements actifs, vérifier l'absence de perte de liquide amniotique, métrorragie, contraction, rien que des choses très standards. L'objectif est un accouchement à 37 semaines minimum. Donc en général, on fait la dernière cure de chimiothérapie à 35 semaines, ce qui permet de dépasser le nadir et donc de pouvoir poser une péridurale. Et donc, on fait la dernière cure à 35 pour un accouchement à partir de 37. Alors, chez une patiente qui aurait par exemple déjà accouché plusieurs fois, avant de faire la cure de 35, il est bon de l'examiner pour être sûr qu'elle ne risque pas d'accoucher prématurément. En gros, si la patiente se mettait en route 2 jours après la cure, bah, ça pourrait rendre un peu plus difficile la pose de la péridurale. Donc être sûr qu'on n'ait pas une période où les plaquettes soient plus basses ou qu'on ne soit pas à une période où la patiente a le plus d'effets secondaires de la chimiothérapie. Bien sûr, beaucoup, le secret de la prise en charge de ces patientes, c'est une bonne communication entre l'oncologue et l'obstétricien. Alors pour l'accouchement, on programme l'accouchement donc vers 37 semaines, au-delà de 37 semaines, hein. Donc discuter l'arrêt des chimios vers 34-35 semaines, donc 3 semaines avant l'accouchement. Arrêt des chimiothérapies hebdomadaires. Alors quand on en est au Taxol qui est toutes les semaines, on l'arrête 2 semaines avant l'accouchement. Si on était à un traitement par anthracycline, donc ça dépend du terme où est survenu le cancer, on va l'arrêter 3 semaines avant l'accouchement. De façon assez classique, l'allaitement va être contre-indiqué. L'ESMO a mis des informations sur les délais d'élimination pour voir si certaines patientes ne pourraient pas accoucher. Il faut voir quand même que au quotidien, si vous laissez la montée laiteuse chez ces patientes-là et que derrière, il faut envisager la chirurgie et que derrière, en gros, elles se retrouvent avec la congestion, une congestion mammaire et derrière, il faut reprendre la chimiothérapie, c'est quand même des choses qui peuvent être assez délicates avec les patientes. Donc, ne pas fermer la porte, bien sûr, mais leur expliquer que ça peut être des situations qui soient complexes et que donc, voilà, dans la majorité des cas, les patientes n'allaiteront pas. La reprise de la chimiothérapie, ben, l'objectif, c'est qu'elle soit reprise rapidement, donc quelques jours après l'accouchement par voie basse, 7 jours s'il s'agit d'une césarienne. Alors, on a la chance de disposer, là je vous avais parlé d'INSIP, qui est le réseau international. En France, on dispose d'un réseau de demande d'avis. Je vous ai mis ici le site internet, hein, cancer et grossesse aphp.fr. Pour toutes ces patientes, il y a une déclaration, il y a une RCP dédiée qui se tient tous les jeudis. Vous pouvez aussi déclarer ou demander des avis au réseau international INSIP où je vous ai remis l'adresse là. Et puis, il y a un site utile qui est le site de référence sur les agents tératogènes, qui est le CRAT, où vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Le suivi conjoint entre l'oncologue et le gynécologue obstétricien est vraiment un élément important. Toutes les références que je vous ai données proviennent des recommandations européennes de l'ESMO, donc qui sont parues dans Annals of Oncology il y a en 2023. Et donc, je vous ai mis le site pour pouvoir y accéder. Donc voilà les éléments majeurs que je voulais aborder avec vous pour essayer de vous aider à prendre au mieux en charge ces patientes. Et je suis maintenant à disposition pour vos questions.
Merci beaucoup, professeur Uzan. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Vous levez la main, on vous donne la parole, vous activez votre micro et la parole est à vous. Je vais aller voir dans le chat, il me semble que j'ai vu des choses tantôt. Bon, mais écoutez, je pense que votre présentation était d'une clarté absolument limpide. Donc, on va passer à la seconde présentation. La seconde présentation est donnée par le docteur Fadila Madassi, si j'ai bien compris, et qui va nous parler du diagnostic, les clés d'une détection précoce et efficace. Madame Madassi, si vous voulez partager votre écran, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Activez votre micro, là. Votre micro est désactivé, est muet. Activez-le. OK. Là, on devrait vous entendre. Alors, je sais pas, moi, il n'était pas convenu que je présente. Je devrais Ah, modérer uniquement. Après, je ah, sais ben pas. écoutez, je m'excuse, mais c'est parce que est-ce que Madame Boutet est là? J'avais compris que Docteur Véronique Boutet n'était pas Oui. là. Yves, Madame euh, Madachi est modératrice. d'accord. Yves, on va libérer Docteur Usan. On la remercie puisqu'elle a une réunion si importante. On te remercie puisqu'il n'y a pas de questions. Et Avec à la plaisir. prochaine. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Véronique Madassi, bonsoir. Fadila. Adila, c'est Béchir Bonsoir, Zouaoui. bonsoir. Oui, Vous m'entendez? oui. Très bien. Bienvenue. Vous allez modérer avec nous Étienne, le mari est Yves Tremblay. Et Véronique Bouteille n'est pas encore connectée. Je vais appeler le président de l'Astarté, On peut qui est passer à la Anas suite. Chebib. Pardon, Raymond? On peut passer à Rim Medeb Oui. peut-être Voilà, c'est ce que avant. je vais proposer euh, au comité. Je vais demander à professeur Elie Medeb de partager la présentation, le temps de la présenter. Docteur Madassi, vous avez l'invitation, si elle est sous vos yeux, vous pouvez présenter le professeur Medeb qui est oncogénéticien à Tunis. Docteur Medeb, Alors là, j'entends le son est très, très mauvais chez moi. Nous, on t'entend très bien, Fadila. Eh ben, moi, je vous entends vraiment difficilement. D'ailleurs, même, j'ai enlevé même le casque et là, j'ai réellement un vrai problème alors que j'avais vérifié auparavant. c'est pas grave. Docteur Ouais. Medeb, Docteur Medebrim, est-ce que vous êtes là? Tout le monde. Si vous pouvez Vous partager. m'entendez? Oui. On vous entend. Vous avez un écho, Rim. Vous avez un Est-ce que écho. vous êtes connecté sur deux postes? Et effectivement, parce que j'ai un problème de caméra, je vais me déconnecter. On n'entend plus le son. Là, vous avez arrêté le son. Vous avez coupé le micro. Rim, vous avez coupé le micro. Voilà, Voilà. Alors, il je faut vais se déconnecter d'un des postes. Oui. Ou alors baisser complètement le son de l'un des postes. D'accord. Alors, je vais quitter. Donc, c'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez D'accord. partager votre présentation? J'ai un problème de caméra. J'ai un problème de caméra sur mon PC, donc j'ai voulu que vous puissiez sur mon nom. Donc, je tiens à remercier. Vous m'entendez, hein? On vous Donc, je entend, tiens mais à remercier. on voit pas la présentation. D'accord. Donc, je tiens à remercier les organisateurs de ce webinaire pour cette invitation. C'est un réel plaisir de partager avec vous et d'échanger autour de la thématique du
du cancer du sein, notamment avec ses aspects génétiques. La génétique qui est actuellement un outil de décision clinique en oncologie et plus précisément dans le cancer du sein, et elle est devenue un pilier important dans la prévention de ce cancer. Donc, pour le cancer Rim, du sein, Rim, certes, oui, oui, excusez-moi, est-ce que vous pouvez partager la présentation parce qu'on ne vous suit pas. Vous allez sur l'écran, vous avez un bouton flèche verte. Voilà, ça c'est vient, bon? ça vient. Mettez en D'accord. plein écran. Ouais, d'accord, c'est bon? Merci. Là c'est Parfait. bon. Là, c'est bon, on vous suit. D'accord. Donc, le cancer du sein, certes, c'est une maladie multifactorielle, mais uniquement les facteurs de risque génétique ont été incriminés d'une façon familiale du cancer du sein, estimé jusqu'à 25% des cas. Et les éléments à prendre en considération à partir de cette histoire familiale, c'est le nombre des apparentés atteintes, le degré de parenté, l'âge de survenue du cancer du sein, avec un risque relatif qui peut passer de 1,6 à 5 et qui est le résultat d'un background génétique, d'un mode de vie et un environnement commun. Le deuxième facteur de risque génétique, c'est la prédisposition génétique, c'est-à-dire l'altération au niveau d'un gène majeur, une altération constitutionnelle. Et on estime que 5 à 10% des cancers du sein surviennent dans un contexte de prédisposition et plus de 40% en cas d'association de cancer du sein et avec le verre. Donc ces prédispositions sont très hétérogènes sur le plan génétique et plusieurs gènes ont été impliqués. Donc, au fil des temps, la compréhension du cancer du sein héréditaire est passée de l'observation des cas familiaux à l'identification de gènes clés. Puis, grâce aux avancées technologiques avec l'utilisation du NGS, les différents panels, les exomes, on a actuellement une vision beaucoup plus globale sur la prédisposition. Ceci dit, une grande cette hérédité reste encore inexpliquée et on est en train de pousser maintenant les tests génétiques vers des analyses de génome, voire de transcriptome, afin d'identifier d'éventuels nouveaux gènes candidats. Donc, avec ces avancées, avec l'utilisation croissante du NGS, l'augmentation du nombre de gènes à analyser et le besoin croissant de thérapies ciblées, les indications du test génétique s'élargissent de plus en plus. Au-delà des critères familiaux, maintenant, devant une histoire personnelle faite par exemple, d'un âge très jeune, on peut indiquer un test génétique. Par exemple, lorsqu'il y a une association sein plus ovaire chez une même personne, dans les formes métachrone et synchrone, dans les cas de cancer du sein triple négatif, le cas du cancer du sein lobulaire et bien évidemment le cancer du sein chez l'homme. Alors, ces différents gènes impliqués et connus impliqués dans le cancer du sein ont été catégorisés en trois groupes. Euh, Selon la fréquence du variant dans la population générale et le risque associé à ce variant. Donc, le premier groupe, il correspond aux pénétrances, juste pour le pointeur là. Oui, exactement. Donc, c'est le groupe des gènes à forte pénétrance où les mutations sont très, très rares, heureusement, mais le risque associé, il est très élevé, qui peut dépasser 10 fois. Le deuxième groupe correspond aux gènes de pénétrance modérée,
moins rare que le premier groupe, mais le risque associé, il est plus modéré, entre 2 et 5 fois. Et l'ensemble des gènes de ces deux groupes expliquent jusqu'à 30% des formes héréditaires et correspondent généralement aux gènes qui sont dits actionnables. Le troisième groupe correspond aux variations communes qu'on appelle des polymorphismes de faibles risques individuels qui ont été identifiés grâce aux études d'association génomique. Ces SNP, on les appelle des SNP, permettent de calculer ce qu'on appelle le score de risque polygénique maintenant, où la combinaison et l'effet cumulatif de ces variants peut avoir une incidence sur le risque. Il faut savoir que ce risque, il est euh, euh, normalement fortement indiqué, à peu près 12 à 13 gènes de prédisposition significativement associés au cancer du sein, avec une prévalence des variations pathogènes estimée à 8% des cas de cancer du sein, dont la moitié presque sont liés au gène BRCA. Et récemment, le groupe de travail d'experts de l'ESMO ont évalué ces mêmes gènes et ont vu de les inclure ou pas dans un panel multigénique universel. Et cette évaluation se faisait donc en fonction de leur impact concernant l'estimation du risque, l'actionnabilité clinique de ces gènes et surtout l'impact sur la mortalité liée au cancer. Et les gènes BRCA restent indiscutablement les gènes les plus fréquents et les plus impactants. Donc, ces deux gènes expliquent jusqu'à 40% des formes des familles à haut risque. En Tunisie, les différentes études ont montré des fréquences qui se rapprochent de celles rapportées dans les autres populations. Euh, euh, ces gènes sont impliqués dans le temps et jusqu'à 80% des cas en cas d'association simple plus ovaire. Donc, cette variabilité est expliquée par les origines géographiques distinctes, des technologies utilisées dans les différentes études et également les critères adoptés pour chaque étude. Donc, ce sont des gènes, comme je l'ai dit, fortement pénétrants avec un risque très élevé de cancer du sein, mais également de l'ovaire, donc longtemps, et peut aller jusqu'à plus de 60% à 70 ans, avec un âge de survenue BRCA2. Et pour le verre, il y a également un risque élevé en cas de mutation BRCA1 qui peut dépasser 40% à partir de 70 ans. Et les risques liés au gène BRCA2 sont un peu moindres, estimés inférieurs à 20%. Il y a également un risque élevé pour le cancer controlatéral. Donc, moins pour le gène BRCA2, estimé à 10%, 10 ans après le cancer du sein. Il y a également le risque élevé de faire un cancer de l'ovaire après le sein. Le sein estimé à peu près à 6%, 10 ans après le cancer. Quand on dit cancer du sein triple négatif, on va penser directement au gène BRCA puisque
il explique que les mutations de ces gènes sont retrouvées chez à peu près 20% des cancers du sein triple négatif, surtout pour le gène BRCA1, qui est, lorsqu'on a une mutation du gène BRCA1, 70% des cas de cancer du sein sont de type triple négatif. Ici, une étude récente coréenne faite sur une cohorte de à peu près 950 patientes triple négatives, donc 122 patientes avaient une mutation par le de cancer du sein contralatéral. La comparaison des deux groupes porteurs et non porteurs de mutation des gènes BRCA n'a pas montré de différence significative en termes de survie globale et de survie sans maladie. Les antiparps ont fait leur preuve pour les seins donc HER négatifs avec en termes de survie sans maladie invasive et sans métastase à distance. Et maintenant, ils sont indiqués dans les formes, dans les stades précoces du cancer du sein et également dans les formes localement avancées et métastatiques en cas de mutation germinale donc des gènes BRCA. Donc, mis à part le sein et l'ovaire, donc d'autres cancers voient leur risque augmenter en présence des gènes BRCA, notamment les cancers digestifs, le côlon, le pancréas, l'estomac et les voies, c'est essentiellement le cancer du sein chez l'homme et la prostate. Sur le plan moléculaire, ce sont de grands gènes avec un très large type bien établi maintenant entre les différents domaines touchés de ces deux protéines et le risque associé de cancer. Il y a certains domaines qui sont plutôt associés à un risque plus élevé de cancer de l'ovaire par rapport au sein, alors que d'autres sont plus fréquemment associés au cancer du sein et cette corrélation est très importante pour discuter par la suite de la gestion des risques associés et guider donc la surveillance et les stratégies donc préventives et thérapeutiques. Donc, contrairement aux autres gènes, il n'y a pas de point chaud de mutation, mais on a des variations fondatrices dans plusieurs populations, notamment dans notre population, où les études génétiques réalisées qui ont porté sur ces deux gènes ont montré une très grande particularité de notre population, avec la fréquence très élevée de variations récurrentes qui ont des distributions géographiques distinctes et dont trois sont prédominantes, qui expliquent à elles seules 46% des familles analysées jusqu'à ce jour. Donc, on a une mutation fondatrice du nord-est de la Tunisie qui est spécifique à notre population et deux autres mutations fondatrices donc au niveau du nord-ouest et cette récurrence des variations dans notre population est expliquée entre autres par la forte consanguinité et l'endogamie dans notre pays. Un troisième gène, le gène PALP2, il est à forte pénétrance avec un risque cumulé qui peut dépasser 50%, un risque de cancer chez l'homme et après BRCA1, BRCA2, il est le troisième gène associé aux tumeurs de type triple négatif et également il y a un risque relativement élevé de cancer de l'ovaire et du pancréas. Donc, pour la prise en charge préventive, donc plusieurs guidelines ont été établis. Donc, on recommande actuellement une IRM mammaire annuelle à partir de 25 ans pour les femmes porteuses d'une mutation au niveau d'un de ces deux gènes, associée à une mammographie annuelle à partir de 30 ans. Comme vous voyez ici pour les critères de l'ESMO, donc ils sont plus, la surveillance est plus renforcée avec un rythme qui est plutôt semestriel.
Donc pour BRCA2 également, c'est le même rythme de surveillance. Et pour devant le risque de cancer chez l'homme, et lorsqu'il y a un grand risque donc un risque qui dépasse 7%, on recommande actuellement une mammographie à partir de 50 ans pour les sujets qui sont à risque. Également, pour le gène PALP2, on recommande actuellement une IRM associée à une mammographie à partir de 30 ans. Donc, pour la chirurgie de réduction du risque, ma mère, devant le fort risque, on discute l'option de la chirurgie contralatérale pour les femmes qui ont déjà développé donc la chirurgie préventive reste une option à 10 syndromiques qui sont également fortement pénétrants. Ils sont plus rares et ils sont regroupés sur la base du fait que chaque gène est responsable d'un syndrome bien défini. Certains peuvent être associés à des manifestations non malignes avant la survenue du cancer, comme pour les gènes STK11 dans le syndrome de Peutz-Jeghers et et le syndrome des amartomes multiples pour le gène PTEN, ou bien les types de cancers associés sont très distinctifs, comme pour le cancer gastrique, donc pour le gène CDH1 et le syndrome de Li-Fraumeni, donc pour le gène TP53. Et chacun de ces syndromes a des critères maintenant de sélection des critères qui lui sont spécifiques. Donc, un petit mot sur le syndrome de Li-Fraumeni lié à une mutation constitutionnelle du gène TP53. C'est une prédisposition très sévère avec un très large spectre tumoral, des atteintes précoces chez les enfants. Donc, il y a un risque élevé de cancer du sein et il reste le premier cancer observé dans ce syndrome en termes de fréquence avec un âge de survenue généralement très jeune. Donc, ce gène TP53 explique 7% des femmes ayant développé un cancer avant 30 ans, indépendamment de l'histoire familiale. Il faut faire très attention aux mutations de novo, mimant les formes sporadiques et le risque cumulé associé au gène TP53, généralement, il dépasse 55%. Donc maintenant, la seule présence d'un cancer du sein développé à un âge inférieur à 31 ans constitue une indication systématique à l'étude du gène TP53 indépendamment de l'histoire familiale associée. Pour les mesures de surveillance, pour le gène TP53, on recommande actuellement une IRM mammaire à partir de 20 ans, qui sera par la suite associée à une mammographie à partir de 30 ans. Étant fortement pénétrant et à le risque élevé de cancer contralatéral, la chirurgie préventive elle est proposée et discutée avec la patiente. Également la chirurgie contralatérale. Il faut savoir que le syndrome de Li-Fraumeni est une urgence diagnostique. Pourquoi? Car la confirmation moléculaire, elle va moduler la prise en charge thérapeutique et également par la suite la prise en charge préventive. Normalement, lorsqu'il y a une mutation du gène TP53, on va plutôt totaliser que faire une tumorectomie partielle. On doit adapter les doses de chimiothérapie et au mieux, il faut éviter la radiothérapie qui est normalement, elle est contre-indiquée devant le risque très élevé de second cancer.
Je passe rapidement pour les autres gènes. Donc, le gène CDH1 qui donne le cancer gastrique diffus et qui est normalement associé au type lobulaire du cancer du sein. Et d'ailleurs, il faut penser à tester ce gène dans les formes bilatérales d'un lobulaire ou lorsqu'on a deux cas de cancer lobulaire dans la famille avec un des cas survenus avant 50 ans. Également pour les gènes STK11 et PTEN, avec un risque cumulé qui dépasse 50%, ces deux gènes sont responsables d'amartomatose, une amartomatose qui est localisée au niveau du... Comment? Donc, c'est une amartomatose qui est localisée au niveau du tractus digestif pour le syndrome de Peutz-Jeghers. Elle est diffuse pour le syndrome de Coden. Il y a des manifestations cutanées qui sont caractéristiques à type de hyperpigmentation périorificielle, également au niveau de la plante des mains et des pieds pour le syndrome de Peutz-Jeghers. Les lésions cutanées dans le syndrome de Coden sont généralement constantes à type donc d'amartome, donc de papules, de kératose et etc. Et l'âge moyen de survenue du cancer de sein, il est aux alentours de 37-38 ans, avec un large spectre tumoral, avec des risques de cancer gynécologique à type donc de tumeur ovarienne pour le gène STK11 et le cancer de l'endomètre pour le syndrome de Coden. Euh, pour la surveillance, pour ces trois gènes, donc on indique normalement une mammographie associée à une IRM, donc mammaire annuelle à partir de 30 ans et bien sûr devant le fort risque, donc une option euh, euh, à discuter. Le dernier groupe de gènes correspond aux gènes donc à pénétrance modérée, qui comprend les gènes donc CHEK2, ATM, les gènes RAD51. Normalement, le risque de cancer du sein associé ne dépasse pas 40%, mais il faut savoir que la pénétrance de ces gènes, elle peut varier en fonction donc du type de la variation et du contexte familial. Effectivement, pour le gène, je vous donne l'exemple du gène ATM où il y a une variation récurrente retrouvée dans la population originaire d'origine européenne, dans le risque cumulé associé, il est supérieur à 60%. Donc, c'est une variation qui est fortement pénétrante. Également, en Tunisie, on a identifié une variation qui paraît fortement pénétrante, retrouvée chez des familles non apparentées, avec une histoire très chargée de cancer du sein. Je vous donne l'exemple ici de trois familles. Quand vous voyez, il y a au moins 9 cas de cancer du sein dans chacune de ces familles. Et toutes ces familles sont originaires du sud, ce qui suggère donc un effet fondateur possible. Donc pour la prise en charge préventive et contrairement aux gènes à forte pénétrance, les gènes à pénétrance modérée soulèvent des difficultés en matière de tests génétiques et également dans l'établissement des recommandations de prise en charge. D'ailleurs, le groupe d'experts de l'ESMO a conclu, au vu des données disponibles, que le bénéfice en termes de mortalité lié au cancer apporté par une surveillance radiologique renforcée ou par une chirurgie préventive était au mieux minimal et justifie donc l'indication donc d'une juste une mammographie annuelle à partir de 40 ans. Cependant, il faut toujours prendre en considération le contexte familial et également le type de variation pour une évaluation du risque réel. Et lorsque le risque il est élevé, on peut proposer une IRM annuelle à partir de 30 ans.
Donc, comme vous l'avez vu, les recommandations de surveillance restent parfois difficiles à standardiser. C'est pourquoi l'utilisation aujourd'hui des modèles de prédiction qui sont des outils complémentaires essentiels actuellement pour affiner l'évaluation du risque, identifier les femmes qui sont à risque accru et orientant ainsi les stratégies de dépistage, de prévention et de prise en charge personnalisée. Plusieurs modèles ont été conçus. Le plus complet est le CAN-RISC qui intègre les variations pathogènes, des gènes de forte et de moyenne pénétrance, le score de risque polygénique et un score épidémiologique qui se base sur les facteurs de risque classiques. Ces modèles permettent de réaliser une estimation qui est personnalisée et également de reclasser les patients en fonction de leurs risques réels. Et cela, bien sûr, impactera par la suite les stratégies prise en charge de ces patientes, surtout avec les gènes ATM et CHEK2. Euh, D'ailleurs, ici, c'est une étude qui a été réalisée sur une popique qui a inclus euh, un PRS de 105 variants communs et les variations pathogéniques des différents gènes de forte et de moyenne pénétrance et également elle a intégré l'âge et les antécédents familiaux et cette étude a conclu qu'il existe une variabilité du risque selon le gène et bien sûr l'histoire familiale et que pour BRCA1, BRCA2 et PALP2, le risque il est constamment élevé et supérieur à 20%, quel que soit le PRS, alors que pour les gènes CHEK2 et ATM, 50% des cas d'ATM et 30% des gènes check 2 ont un risque cumulé inférieur à 20%. Ça pourrait éviter la sursurveillance de ces patientes et d'adapter ainsi la gestion du risque. Pour le conseil génétique, il faut savoir que tout test génétique constitutionnel ne doit se faire que dans le cadre d'une consultation de conseil génétique qui a plusieurs objectifs. Notamment d'évaluer le risque, la probabilité d'une prédisposition génétique dans une famille, de sélectionner les sujets candidats à tester, de donner une information correcte aux patients en expliquant les bénéfices et les risques des tests génétiques, les limites techniques, les différents résultats possibles et l'implication de ces différents résultats pour le patient et pour le reste de la famille. Par la suite, c'est le généticien qui doit prescrire ou non le test génétique, qui doit être le plus approprié. Soit on va chercher une variation ciblée, ou bien on va analyser un seul gène, ou plutôt passer à une analyse plus élargie par des panels multigéniques. Par la suite, on doit interagir donc de prise en charge. Et enfin, on peut proposer le test génétique en cascade en élargissant les tests aux différents membres de la famille à risque, ce qu'on appelle le test présymptomatique. Actuellement, le généticien et le conseil génétique fait face à des défis majeurs
liées à l'utilisation croissante des tests fondés sur le NGS. Parfois, on teste des gènes, des panels de plus de 100 gènes. Et là, certes, c'est une méthode qui augmente donc la capacité de détection des variations, mais elle augmente également le nombre de gènes à analyser dont l'utilité clinique n'est pas toujours certaine et où leur implication dans l'histoire personnelle ou familiale n'est pas nécessairement donc indiquée, euh, ce qui apporte ce qui complique donc le conseil génétique. Le deuxième enjeu majeur, c'est l'augmentation donc de la détection des variations de signification inconnues qui posent un problème d'interprétation et donc ne peuvent pas être utilisées pour la prise en charge médicale des patients, notamment pour l'indication d'une chirurgie préventive ou pour l'indication d'une thérapie ciblée. Et ces variants restent une source d'anxiété et de confusion, aussi bien pour le médecin que pour le patient. Alors pour conclure, donc, le cancer du sein héréditaire n'est pas une entité homogène et le risque héréditaire, il est modulé fortement par les différents gènes, les différents variants, la pénétrance des variants et le contexte individuel et familial, ce qui impose une individualisation de la prise en charge. Les particularités populationnelles ne peuvent plus être ignorées avec la présence de variants pathogènes spécifiques de certaines populations, les effets fondateurs et l'histoire démographique. Les modèles de prédiction marquent un tournant important vers la médecine de précision, entraînant une meilleure stratification du risque, mais euh, euh, ce risque doit être donc calibré et validé en fonction de chaque, avec des défis importants entre la complexité scientifique, l'incertitude et l'accompagnement des patients et la prise en charge euh, nécessite donc une approche plutôt intégrée, multidisciplinaire et éthiquement responsable. Merci de votre attention. Merci, Rim. Excellente présentation. Yves, est-ce que tu es encore avec nous? Oui, oui, je suis là. Oui, La discussion est ouverte. Je peux peut-être ouvrir la discussion parce que c'est un sujet que je connais un petit peu plus. D'abord, merci pour cette présentation très claire. Par contre, vous pourriez cesser le partage, si c'est possible pour vous. Comment? Vous pourriez cesser le partage. Comme ça, nous... J'arrête le partage? Oui, s'il vous plaît, vous pouvez cesser le partage. Et donc, je vous remercie pour cette très, très belle présentation. Moi, j'ai une question à deux ou trois volets. Bon, c'est clair que BRC, la famille BRCA A1, A2, via ses activités estrogénodépendantes, est fortement impliquée dans le cancer du sein. Là où j'ai été très surpris, c'est que, il y a aussi une incidence de ces gènes dans le cas du cancer de la prostate. Or, on sait, dans le cas du cancer de la prostate, que la pénétrance est surtout androgénodépendante et je dirais androgénodépendante directe via une liaison du stéroïde à son récepteur. Et donc, je me demandais quel était le rôle de BRCA1 dans le cas du cancer de la prostate, puis est-ce que dans les mutations que vous avez montrées, il y en a qui sont plus prédominantes pour le cancer pour le cancer de la prostate? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, qui fait suite à celle-ci, est-ce que vous savez s'il y a une interaction entre PTEN et BRCA? Parce qu'on sait que PTEN est impliqué dans le cas du cancer de la prostate.
Pour le cancer de la prostate, donc les gènes BRCA, surtout le gène BRCA2, il est significativement associé au cancer de la prostate et d'ailleurs ces gènes donc entraînent donc au niveau tumoral donc une déficience de la recombinaison homologue, ce qui explique donc la possibilité de l'indication des antiparts. Pour l'interaction entre PTEN et BRCA, sincèrement, j'ai pas une grande idée par rapport à cette interaction. OK. Une dernière question rapide, après ça, je passe la parole. Est-ce que vous savez si BRCA est androgénosensible? Il est androgénosensible. OK, d'accord. Donc, je comprends un petit peu plus son implication. Je passe la parole au professeur Lemarié. Oui, merci Yves. Merci Madame Rim-Medet pour votre exposé très intéressant, très complet. Moi j'avais une question. Il me semble avoir entendu, mais parfois il y avait des coupures, que dans les territoires du Sud, il y avait une fréquence plus importante de cancer héréditaire. Euh, Est-ce que ce sont des données épidémiologiques ou des données génétiques? Pour le sud, pour le sud, j'ai parlé surtout du gène ATM. On a une variation récurrente au niveau de ce gène-là. Par contre, s'il y a des variations récurrentes au niveau du sud, mais pas particulièrement plus importantes que par rapport au reste D'accord. aux autres régions du pays. Donc, Merci. Merci. Raymond, la parole est à toi. Ton micro, Raymond. Ton micro. Voilà, pardon. OK. Alors, oui, merci Rim pour cet excellent exposé, hein. Moi, j'ai deux petites questions tout à fait naïves, hein. D'abord, moi, j'ai compris qu'il y avait une prédominance de l'expression des gènes BRCA1, BRCA2 qui était en relation avec l'endogamie dans les régions nord-ouest et nord de la Tunisie. Alors, je voulais savoir par quel, enfin, comment cela s'explique. Est-ce que j'ai bien compris et comment ça peut s'expliquer? Ça, en c'est fait, une En question. fait, ce sont des variations fondatrices. Donc, il y a un ancêtre commun qui est porteur de cette variation et cette variation s'est transmise d'une génération à une génération dans un isolat géographique. Donc, la fréquence des variations, ce qui explique la récurrence de cette variation de ces variations dans certaines régions. C'est lié à l'effet fondateur. L'endogamie et la consanguinité vont entraîner on a comme un isolat géographique, donc ce qui explique la fréquence élevée de certains allèles dans certaines régions. D'accord. Alors maintenant, C'est pas la consanguinité qui explique la fréquence élevée de cancer, de la prédisposition, le mode de transmission lié au gène donc BRCA, il est autosomique dominant, mais la consanguinité, elle augmente la fréquence allélique du variant. oui, merci. La précision, c'était celle-là. Merci beaucoup. Alors, deuxième question qui s'adresse en même temps à vous, la Tunisienne, et à Madame Madassi, à Fadila en Algérie. Alors, est-ce que nous avons entendu Madame Usan, Catherine Usan, parler clairement de quelque chose qui pourrait se résumer en une phrase, en matière de grossesse et cancer du sein, tout est permis. Alors, est-ce que dans la pratique, en Tunisie comme en Algérie, on applique ces règles? Est-ce que vraiment on se permet beaucoup de choses comme le préconise Catherine Usan?
dans l'association cancer du sein et grossesse. Je regarde Fadila droit dans les yeux, là, mais oui, D'accord, alors? moi, je pourrais répondre parce que je pensais que docteur Medeb devrait, puisqu'elle est sur la lancée, je pensais qu'elle allait répondre la première. Donc, moi, je dirais qu'en matière de cancer et grossesse, oui, tout est permis tel que c'est stipulé dans les recommandations internationales. Je ne sais pas, Raymond, si tu fais allusion à l'interruption de grossesse, ça d'une Non, non, part, non, non, pas à tout le spécialement, reste. très bien. Ok, mais sinon, les recommandations, elles sont appliquées. C'est vrai que la chimiothérapie et la radiothérapie restent, elles sont contre-indiquées pendant la grossesse, mais tout ce qui est traitement chirurgical, donc il n'y a pas de limite, quel que soit le trimestre, on la pratique. Et puis, moi, il y a un problème que j'aimerais soulever, surtout, c'est la contraception des femmes qui sont en cours de diagnostic. C'est là que le problème se pose réellement parce que là, on diagnostique un cancer du sein, mais on oublie souvent de contracepter ces femmes. Et dans l'intervalle de leur exploration, elles tombent enceintes. Et là, souvent, surtout quand il s'agit de femmes jeunes, il est très, très, très difficile de la prendre en charge et surtout de proposer l'interruption de grossesse. C'est des femmes qui sont là au détriment de leur vie. Elles vous diront, non, moi, je poursuis ma grossesse. Voilà, ça, c'est un point sur lequel vraiment on est très, très, très gêné. Voilà. Oui, merci Fadila. Oui, Rim, s'il vous plaît, une réponse sur la Tunisie? Sur la Tunisie, sincèrement, j'ai pas une idée. Je suis une généticienne, donc je ne suis pas les femmes. Le suivi des femmes cancéreuses et en cas de grossesse, normalement, il se fait par les gynécologues et les oncologues. Donc, sincèrement, j'ai pas une idée sur les possibilités de grossesse en cas de cancer du sein, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des limites. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alors, moi, j'ai une Yves, question j'ai pour une question. Dr Medeb. allez-y, Oui. Madame Madassi. Ah, très bien. Donc, concernant justement la recherche en cogénétique, particulièrement parce que ce que nous pratiquons, je ne sais pas, en Tunisie, je vois qu'apparemment vous faites le PTEN et tout, mais nous, on se limite au BRCA 1 et 2. Justement, les implications thérapeutiques, c'est vrai que on est beaucoup plus dans la prédiction. Or, maintenant, on sait actuellement, pour la médecine de précision, il faut impérativement intégrer cette recherche génétique. J'aimerais savoir qu'en est-il en Tunisie? Est-ce que c'est parce qu'il y a des implications thérapeutiques? On sait maintenant qu'il y a l'immunothérapie, donc les inhibiteurs de PARP qui sont partie intégrante du traitement. Est-ce que en Tunisie, on le fait de façon systématique chez les patientes en phase de diagnostic, pas uniquement en prédiction? Bon, en Tunisie, on est en train d'avancer à petits pas, mais à des pas sûrs. On a plusieurs services de génétique et génétique, plusieurs consultations. On a des plateformes de NGS qui ne sont pas fonctionnelles d'une façon routinière. Il y a également les laboratoires au privé. En ce qui nous concerne, on fait l'étude des gènes BRCA, mais on est très sélectif et on se base sur les particularités de notre population. On recherche généralement les mutations tunisiennes qui sont récurrentes. On est généralement orienté par les familles, les origines géographiques, etc. Je sais que c'est une réponse qui reste partielle, surtout lorsqu'il y a derrière une indication thérapeutique, mais quand même on fait un petit screening initial. Sinon, le patient il passe aux études plus élargies qui sont plutôt disponibles dans les structures privées.
Pour les autres gènes, quand même, on fait donc on cible les gènes TP53 en totalité, les gènes PTEN, les gènes STK11, pas mal de gènes. On fait pas mal de gènes quand même. Mais on Merci. espère que la plateforme donc de NGS qui est implémentée au sein du service de génétique de Charles Nichols, il y en a une autre à Pasteur et dans d'autres services également au niveau de ASUS et ASFAX. On espère qu'ils seront bientôt fonctionnels pour démarrer réellement le haut débit d'une façon plus systématique. Donc, on est très sélectif même pour le choix des patients, des patientes à tester et des familles. Donc on privilège les familles où il y a un risque très élevé de prédisposition génétique. Merci beaucoup. Il y a une Merci. question dans le chat que je pourrais peut-être poser à la place de Madame Mathia Mabouli. Est-ce qu'il y aurait des études en cours concernant l'endométriose et les mutations BRCA par rapport au risque moindre? Endométriose et BRCA? Oui, endométriose et BRCA versus le risque. Ah, sincèrement, j'ai pas une idée par rapport à l'endométriose. Je suis D'accord. Merci désolée. beaucoup. Ben, Yves, j'ai écoutez, une question, merci. Alim. J'ai une dernière question, Alim. Bonjour. Alim, c'est Béchir Zouaoui. Oui. S'il te plaît, sur le plan pratique, quand est-ce qu'on doit vous envoyer une patiente jeune atteinte de cancer du sein pour un conseil génétique pour la famille? Sur le Euh, plan pratique. sur le plan Puisque vous pratique, devez sélectionner quel gène chercher et qui dépister. mais les critères du testing sont clairs. L'âge jeune, les formes familiales, on reçoit les triple nègres d'une façon systématique, les associations sein-ovaire, on les reçoit toutes, mais Cancer du sein chez le père chez et la mère, l'homme, oui, oui, ça induit oui, bien un sûr. cancer génétique pour toute la famille. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais comme je l'ai dit, on est sélectif. Par exemple, pour les femmes très jeunes, on Les commence par jeunes le moins gène, de 30 ans. voilà, moins de 30 ans, on commence par le gène TP53. Et si on a une orientation géographique, ou un nom de famille, car on a une belle base de données de familles confirmées. On peut aller tester d'une façon très ciblée un variant donné, mais bien sûr, si on n'a pas de résultat positif, donc ça reste quand même. On propose quand même de compléter par une étude plus élargie. Donc on reçoit toutes les patientes avec les différentes indications et c'est à nous de compléter l'enquête génétique et de proposer le test Tel ou tel. approprié selon les disponibilités. Merci. Ben, écoutez, je pense qu'on va se diriger vers la troisième présentation puisque il y a plus de commentaires. Donc, notre dernière présentation, c'est le docteur Véronique Boutet de l'Astarté, France, qui va nous parler du diagnostic, les clés d'une détection précoce et efficace. Madame Boutet, si vous voulez partager votre écran, s'il vous plaît. Alors, vous m'entendez? Oui, on Oui. vous entend très bien, il n'y a pas de Et on souci. vous voit aussi. Et Voilà. on vous voit. Bonsoir à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire. Donc, en fait, moi, je vais je n'ai pas de support, je n'ai pas de, etc., etc. Je vais plutôt partager avec vous des réflexions sur le diagnostic du cancer du sein. Et on va, enfin, compte tenu de mon expérience depuis plus de 20, 30 ans, 40 ans. Et je vais un petit peu aller avec vous dans le futur et dans le présent, savoir un petit peu ce qu'on peut attendre du futur et du présent, de faire un état des lieux du présent. Avec des réflexions aussi. Donc je vais
si vous voulez bien. Vous m'entendez bien? Vous Oui, m'entendez? oui, oui, très bien, on vous entend. Là, on ne vous voit Voilà, plus, mais il n'y a voilà. pas de souci. Normal parce que là, voilà, vous ne me voyez plus, mais ça capte mieux et je vais donc, vous m'entendez, c'est le Oui, principal. allez-y, allez-y. Donc, je vais faire un petit peu on va se projeter un petit peu dans l'avenir, dans les 10 ans qui viennent, simplement des réflexions. Quand mon ami ChatGPT, donc je lui ai posé la question sur le diagnostic du cancer du sein et c'est vrai que j'étais évidemment très très surprise parce que il m'a édité un PowerPoint assez extraordinaire en quelques secondes que je ne vous passerai pas. C'est pas l'intérêt de ce soir, mais simplement lui, ses réponses se concentraient essentiellement sur un avenir dans les 10-15 ans qui viennent, sur la tomosynthèse et des images synthétiques et également sur l'échographie automatisée, sur l'IRM sans contraste, bien sûr avec l'intelligence artificielle, et sur l'intelligence artificielle. Et en fait, tout ça est bien sûr c'est possible s'il y a dématérialisation, s'il y a téléimagerie. Actuellement, si on revient je vais faire des présents à venir, un petit peu avec vous. Actuellement, donc en France, on a 46% de participation au dépistage, hein, ce qui n'est pas non plus colossal, hein, on voudrait plus. Ça représente à peu près 10 millions de femmes. Donc, sur ces 10 millions de femmes, il y a 5 millions de mammographies faites tous les ans pour trouver à peu près 40 000 cancers trouvés. La question qui me semble très importante à se poser et qu'on doit se poser, est-ce qu'on va finalement continuer à faire 1000 mammographies pour trouver 6 ou 7 cancers? Si c'est ça la vraie question. Si on se projette dans les 10-15 ans qui viennent, il faut bien sûr réussir, et c'est l'enjeu, à personnaliser et à mieux screener les femmes qui ont besoin d'une mammographie ou non. Ça, c'est l'enjeu, je dirais, essentiel, capital dans les années à venir. Et bien sûr, il y a plein d'études en cours. Il y a bien sûr, vous connaissez l'étude MyPeps. Hein. Les résultats seront connus en 2027 avec les prélèvements salivaires, les antécédents, la génétique, la densité du sein, etc. Et peut-être que ce sera cela en 2035 ou pas du tout. Et peut-être aussi qu'en 2035 ou ailleurs, ce sera les tests sanguins et là, on aura besoin ou non de faire une mammographie. Exprès, je suis provocatrice. La densité mammaire avec le logiciel, bon, on sait maintenant qu'on sait les types A, les types D, et qu'avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir quantifier la densité mammaire et pouvoir finalement affiner la prédiction du cancer du sein. L'IRM, c'est bien sûr, on va trouver dans les indications, il va y avoir des logiciels d'évaluation du risque par l'intelligence artificielle, et on sait que dans l'avenir, elle va mieux faire que les modèles prédictifs actuels. Et que faire d'un test prédictif avec l'intelligence artificielle qui va vous dire qu'il y a un risque élevé dans les 2 années qui viennent? Donc là, je soumets bien sûr un problème éthique. L'idéal, ce serait du radiomix, avec une prise de sang, un crachat, une mammographie, les antécédents, faire éventuellement des prélèvements du sein, et on arrivera à une personnalisation radiomix. On en est loin encore aujourd'hui, mais en tout cas, ce sont les voies d'avenir. Et je pense que nous devons aussi raisonner, même si c'est au jour d'aujourd'hui, au présent, avec ces éléments. Les objectifs les plus intéressants, ce serait d'éviter finalement de faire des mammographies à 20, 30, 50% de la population, dans une classe d'âge de 50 à 74 ans, idéalement, pour dire finalement qu'est-ce qui risque d'avoir un cancer du sein, quelles sont les femmes qui risquent d'avoir un cancer du sein, et on fera cela et on fera tel traitement avec bien sûr une personnalisation
également du traitement. L'insuffisance artificielle en scénologie a des limites. Au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas capable d'intégrer les multimodalités, la clinique, l'échographie, le contexte, etc. Donc ça, il faut en avoir aussi conscience. Elle a aussi des limites techniques, avec des analyses comparatives. Est-ce que les études multicentriques, etc., est-ce qu'elles ont été faites avec des clichés de face, en oblique ou non, etc. Il y a aussi les problèmes de contrôle de qualité avec l'acquisition et les positionnements des patientes. Et on sait que la façon de comprimer le sein, la manière de comprimer le sein, même si maintenant on a des machines où on nous donne les chiffres, va considérablement jouer sur la qualité d'image et donc la qualité également de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, bien sûr, on sait déjà qu'elle va pouvoir être utilisée pour remplacer le deuxième lecteur, mais il faudrait aussi des études pour savoir finalement quid du deuxième lecteur et de l'intelligence artificielle seule. Le radiologue augmenté, bien sûr. Radiologue augmenté ou augmenté, je dirais, avec l'intelligence artificielle, mais ça dépend aussi du radiologue. Parce que si le radiologue n'est pas expert, il va être paumé. Il va faire, et là il y a énormément de méta-analyses, d'études actuelles. Là, je ne fais pas une revue de la littérature. Là, je n'ai pas le temps. Je soumets quelques réflexions. Et en fait, ces radiologues qui n'ont jamais fait de scénologie, qui sont peu experts, s'ils ne sont pas experts, ils vont être paumés parce qu'il va y avoir énormément de faux positifs. Donc, on va pouvoir perdre en compétences et ce ne sera pas des radiologues augmentés, mais ce seront des radiologues diminués. Donc, vigilance, vigilance. Il faut être aussi critique. On va aussi sûrement vers des centres experts avec des radiologues spécialisés, avec des radiologues experts, aussi l'intelligence artificielle pour faire des centres experts. Peut-être, voilà, prendra-t-on ce chemin à voir. Je ne suis pas voyante, mais je fais un petit peu l'état des lieux, des réflexions. Voilà, donc c'est vers un dépistage centralisé avec des santé publiques. Donc, après cette réflexion, maintenant, qu'on a tous en tête, on va maintenant plutôt revenir en 2025 et puis savoir un petit peu comment gérer le diagnostic du cancer du sein, avec quels outils, etc. Évidemment, en première intention, là, vous m'entendez toujours bien? Allô? Oui, c'est bon. OK. Oui, on Oui, entend. voilà. Alors, le cancer du sein, en première intention, je parle, au-delà de l'échographie et de la mammographie, qui est l'outil principal dans le bilan loco-régional, c'est un outil de première intention. Et vous voyez bien que dans ce couple mammographie-échographie, à partir du moment où les lésions sont classées ACR4 ou ACR5, on doit faire la biopsie pour le diagnostic de cancer et le bilan loco-régional. Et on doit maintenant, bien sûr, explorer également les multifocalités, les multicentricités, le cancer controlatéral. Et en général, je dirais, dans la vraie vie, on se débrouille très bien avec ces deux outils. L'échographie du creux axillaire également reste la référence, elle a une excellente sensibilité. L'envahissement ganglionnaire est à rechercher systématiquement si la lésion est palpable ou dès qu'on a même une image classée ACR3. Donc le couple mammographie-échographie est nécessaire et suffisant, le plus souvent. En deuxième intention, évidemment, on va avoir d'autres outils et c'est vraiment royal, je dirais, puisque les deux outils, parfois on n'y arrive pas, c'est pas suffisant avec le couple mammo-échographie, et là on va utiliser l'IRM et l'angiomammographie.
Alors, l'IRM a été longtemps seul. Des études comparatives ont dû mettre en évidence, avec l'angiomammographie, ont remis en fait l'angiomammographie au goût du jour. Et vous voyez bien que maintenant, elle est très, très utilisée. Pourquoi? Parce que le cancer, c'est bien sûr, ça répond à une néo-angiogénèse, ça s'est vascularisé très précocement. La détection par injection et le produit de contraste, on va pouvoir donc détecter des lésions. L'IRM, vous savez bien, là je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez bien que c'est avec du gadolinium, qu'il y a des séquences dynamiques. L'angiomammographie, elle est injectée avec de l'iode, environ à 1,5 ml par kilo, à 3 ml secondes. C'est important, cette angiogénèse, parce que les cancers du sein, bon, vous savez tous aussi qu'il y a deux formes, hein. Il y a les formes intracanalaires, avec un rehaussement non-masse en IRM, une distribution linéaire ou segmentaire, à croissance lente. Et puis, il y a les carcinomes infiltrants, qui, eux, franchissent la membrane basale avec un rehaussement masse, avec des contours irréguliers, stellaires, une masse dure rétractile, qui va pouvoir, elle, avoir une croissance lente et qui va pouvoir avoir une interaction avec le stroma et qui développera des spicules. Et d'autres masses qui sont, elles, bien circonscrites, qui sont des masses rondes, expansives, à croissance rapide, pas le temps d'interagir avec le stroma, et c'est bien sûr le cas des triples négatifs, etc. Le principe de ces examens, l'IRM, évidemment, pour avoir une belle image, il faut des conditions strictes, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, de l'immobilité, des coupes fines, des protocoles. Les séquences ultra-fast actuellement sont super, hein. Moi, je les utilise beaucoup parce qu'avant la première minute et en séquence classique, on peut avoir vraiment des réponses aux questions. L'angiomammographie, elle, on injecte à 2 minutes, on installe le patient, puis on fait un cliché de face et en oblique et de profil. L'examen est inférieur à 7 minutes, donc vous voyez que c'est beaucoup plus rapide finalement qu'une IRM de sein. Et on se retrouve avec deux images qui sont en basse énergie et des clichés en haute énergie, puis des clichés recombinés. Les performances de l'angiomammographie par rapport à l'IRM, dans beaucoup de domaines, elles vont être semblables, mais il y a quand même quelques limites. Parfois, avec le rehaussement glandulaire de fond, on peut être gêné avec des faux positifs comme les papillomes ou les fibromes. Et puis des lésions faiblement rehaussées comme les carcinomes lobulaires infiltrants et les carcinomes mucineux. On a moins de faux positifs, et puis notamment dans l'angiomammographie, et on évalue mieux la taille des lésions, et surtout, on est meilleur dans la détection des lésions additionnelles. Donc, l'angiomammographie, elle est meilleure dans ses détections des lésions additionnelles et elle a une excellente valeur prédictive positive qui, elle, est supérieure à l'IRM. Elle a aussi un intérêt pour les microcalcifications, hein, avec parfois on ne retrouve pas les microcalcifications dans les radios de carotte. Bon, normalement, les contrôles de qualité, on doit les retrouver, mais parfois on n'aura pas ce problème avec l'angiomammographie qui, elle, aura une meilleure détection. L'évaluation également en angiomammographie en cours de chimiothérapie néoadjuvante, que ce soit la spécificité, la valeur prédictive positive, la sensibilité et la valeur prédictive négative, l'IRM sera exactement similaire à l'angiomammographie. Par contre, pour la prédiction de la réponse histologique, est-ce qu'elle est complète ou partielle? Là, ce qui est intéressant, c'est que là, l'angiomammographie sera supérieure à l'IRM. Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux techniques. Vous voyez que l'IRM, bon, c'est un champ magnétique. L'angio, ce sont des rayons. Il y a le problème de l'iode. On peut avoir des chocs, mais c'est quand même très rare.
Pour ce qui est du gadolinium, on a 0,01 pour 1000 patients qui pourra faire un choc grave. Concernant le nombre d'images à analyser, vous voyez qu'avec l'IRM, on a plus de 2500 images à analyser, alors que l'angiomamographie, on a environ 12 à 15 images, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est important parce que pour le correspondant, chirurgien, gynécologue, etc., ce sera une imagerie beaucoup plus facile finalement à capter, à interpréter et à s'approprier. Les temps de lecture, bon, c'est très rapide hein, avec l'angiomamographie, c'est 30 secondes, 3 minutes, alors que l'IRM, parfois, ça peut être plus long. La courbe d'apprentissage en IRM, j'avoue que c'est pas facile, l'IRM. Hein, on peut se planter, on peut faire des faux positifs, etc. Alors que l'angiomamographie, finalement, la courbe d'apprentissage est plus rapide et c'est plus facile. Et puis, en termes de coût aussi. L'IRM, l'angiomamographie, finalement, est mieux remboursée que l'IRM. Par contre, l'angiomamographie, si vous avez des lésions supéro-internes en dehors du champ mammographique ou très profondes, on ne les verra pas comme on ne les verra pas en mammographie. Donc, il y a aussi des limites, puisque finalement, c'est un miroir de la mammographie. Donc, toutes les zones aveugles en mammographie seront effectivement aveugles aussi en angiomamographie. Donc, il y a bien sûr des recommandations de la Haute Autorité de Santé avec les indications de l'IRM en bilan d'extension loco-régional. Voilà, donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus hein, parce que ce serait un cours entièrement sur l'IRM, mais en tout cas, on peut retrouver ces recommandations, bien sûr, avec les sites de l'INCa et de l'HAS. Et puis, l'angiomamographie, il y a également des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont sorties donc en novembre 2021. Et on peut très bien faire des angiomammographies lorsqu'on a une image de contraste recommandée chez les patientes qui ont un cancer du sein. Voilà, et surtout très intéressant de faire cette angiomamographie avant et en cours de chimiothérapie néoadjuvante. Voilà, donc moi je peux répondre à vos questions. Je vais remettre... là, vous m'entendez toujours? Oui, Voilà. oui, tout à fait. Voilà, en fait, c'est juste quelques, je dirais, parce que on peut parler de l'échographie axillaire, on peut parler de l'IRM, on peut parler de plein de choses, mais là, volontairement, j'ai voulu faire un survol finalement de l'avenir et du présent. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes. Maintenant, Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Boutet. Oui, je pense que c'était très, très instructif. Moi, ce que je retiens dans ça, c'est que la clé, c'est une meilleure compréhension et une meilleure lecture des mammographies. tout à Je pense que ça passe par là pour deux raisons. D'abord, des analyses subséquentes inutiles et qui sont malheureusement coûteuses pour les systèmes de santé. fait. Euh, il y a une question dans le chat. Mhm. Doit-on biopsier, excusez-moi, les masses retrouvées fortuitement au scanner et non identifiées à la mammographie? Ben, de toute façon, à partir du moment où, que ce soit en angio ou en IRM, si vous trouvez des lésions, ce qu'on appelle additionnelles, hein, en sachant que sur ces lésions additionnelles, ce que je disais, la valeur prédictive de l'angiomamographie est plus élevée que l'IRM, c'est-à-dire que ce sera plus spécifique. Hein, quand on pense que c'est un cancer, ce sera un cancer. Évidemment, quand on a un doute, je veux dire, et on a une classification finalement ACR4, que ce soit en angio ou en IRM, on se doit de retrouver en échographie ciblée ou alors de faire des biopsies sous IRM ou sous angio, maintenant, puisqu'on a des kits d'angio, etc. Mais il me semble fondamental d'avoir une preuve histologique avant de s'engager sur une mastectomie, bien sûr. Ça, c'est le bon sens, c'est le médico-légal aussi. Et puis, avant tout, c'est répondre, je veux dire, une mastectomie, c'est pas une mince affaire.
Donc, il faut absolument avoir une vérification histologique avant de s'engager sur un traitement radical. Ça, c'est absolument tellement fondamental, voilà, pour tout le monde. Bien sûr pour nos patients et pour nous aussi, puisqu'on doit travailler avec tous les outils. Et de toute façon, si on ne le fait pas, on pourra vous le reprocher et ça peut être bien sûr aussi l'objet d'un procès. Oui, tout à fait. Hein, donc il faut aussi ne pas oublier le médico-légal. Hein, moi j'ai vu passer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? Je ne vois pas de main levée. Je fais le tour des cadrans. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de main levée, je peux peut-être me permettre une deuxième petite question. C'est en lien avec la mammographie Oui, finalement. oui, Parce que, bon, on sait que les protocoles sont à peu près les mêmes partout, c'est-à-dire l'approche technique de la radiographie est à peu près identique partout. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à changer ce protocole-là et à approcher la radiologie un peu différemment? Et si oui, comment est-ce que vous l'approcheriez, vous? c'est-à-dire uniquement en mammographie, si vous voulez. Oui, Je pense que oui, après, parce que c'est le premier examen finalement. oui, mais je pense qu'avec la tomosynthèse et les clichés synthétiques par la suite, on aura, à mon avis, des réponses. Hein, D'accord. et on pourra réduire les radiations, on pourra peut-être même faire qu'une seule incidence avec ces clichés synthétiques. Ou, en tout cas, je pense que ça passera par justement la synthèse et la dématérialisation, bien sûr. Oui. Mais Merci. je pense qu'il faut, il faut être vigilant par rapport à tous ces outils, ne pas rentrer dans des surdiagnostics, des suréconomies. Je crois qu'il faut aussi avoir du bon sens, même intelligence artificielle ou pas. C'est-à-dire, c'est ce que je disais, il n'y a pas toutes les multimodalités. Je veux dire, voilà, on doit tenir compte de tout, de la clinique, de tout. Donc, il faut aussi l'intelligence artificielle seule me paraît, je veux dire, en tout cas en scénologie, euh, attention, vigilance, vigilance. Il y a une main levée, monsieur ou madame Alexis Chébib. Oui. Allez-y, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. C'est Monsieur Chébib, c'est mon coordinateur préféré, c'est mon bras droit à starter, c'est ma tête pensante, Ah bon? c'est le grand monsieur d'Astarté, Monsieur Chébib. Donc, c'est Anas, je pense. Oui, c'est ça. Anas, Anas? Ah, il doit activer son micro. Oui, ah, activez votre micro. Anas, il faut mettre le micro sur l'ordinateur. Anas, tu dois être peut-être quelque part. Bon, on peut peut-être aller avec madame Madassi, qui a aussi une main levée. On reviendra à monsieur Anab après. Oui. Eh Madame, bien, Ça y est, c'est donc, bon, j'y suis. Ah, ah, J'y suis. Est-ce que vous m'entendez? oui, on vous entend, allez-y. Voilà. Moi, je tiens à vous remercier toutes et tous pour cette parfaite organisation. Je remercie Madame la Présidente, professeur Boutet, pour la clarté de son exposé. Moi, j'ai deux réflexions, en fait. Ce ne sont pas des questions. Moi, je n'ose pas poser des questions alors qu'il y a Madame Boutet là. Je me permets de faire deux réflexions. Euh, Parce que moi, contrairement à Madame Boutet qui est lancée dans la recherche, elle fait les choses avancées, etc. Moi, je suis un radiologue de base. Je reste, voilà, dans ma campagne corrézienne, retirée à Tulle. Voilà. Alors, première réflexion, c'est que la mammographie reste pour moi et pour nous le gold standard dans le diagnostic du cancer du sein. Après la clinique, bien sûr. La clinique, c'est la base de tout. Interroger la patiente, utiliser cinq sens, interroger et l'écouter, etc. Et palper dans toutes les positions du sein. Et puis, la mammographie, c'est l'examen de base, c'est le gold standard. Et complété par l'échographie, qui reste la continuité de l'examen clinique. Et après, le problème de ce couple infernal, il y a parfois manque de sensibilité et manque de efficacité. Donc, à ce moment-là, on a recours à d'autres techniques
qui sont là. Écoutez, moi, j'ai traversé vous avez fait une pas vers l'avant, moi, je fais un pas vers l'arrière. J'ai connu l'exploration du sein avec la xérographie avec le sélénium qui donne des images bleues à Mm. l'époque. Quand je vois, maintenant j'ai le vertige quand je vois ce qui se passe. Alors, avec l'échographie, la mammographie, la sensibilité et la solitude ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais les avancées, toutes les avancées sont grâce à la numérisation et à l'informatique. Tout à fait, tout à fait. La numérisation a permis, si vous voulez, de faire la mammographie numérique. Ça, c'est la deuxième réflexion, mammographie numérique. Et qui dit mammographie numérique, ça a ouvert la porte grande, large, à la numérisation et donc à l'angiomammographie et à la tomosynthèse aussi. Bien La sûr. tomosynthèse et surtout devant les seins denses, etc. Et puis ça a ouvert la porte à d'autres techniques. La numérisation aussi, l'informatique, avec l'effet magnétique, ont ouvert la porte à la résonance magnétique. Mais moi, je voudrais qu'on revienne à la base, ça c'est la réflexion de base, que la patiente est le centre de débat, et le centre, et l'examen clinique est le centre, et tout ce qui suit est dicté par les données cliniques et par les données de la mammographie et puis l'échographie après. Quand il y a l'angiomammographie, etc., en Inde, on dit l'angiomammographie, c'est l'IRM des pauvres Mm. parce que c'est à faible coût, etc. Et puis, vraiment pour terminer, on dit le challenge, le vrai challenge, c'est pas prendre un cancer du sein 5 cm comme on le voit en Tunisie, en Algérie, ou au Maroc, ou en Syrie, au Liban, en Égypte, 5 cm, 3 cm, on n'a pas besoin d'être fort. On a besoin de découvrir le cancer du sein à 2 mm avant que le membrane basale soit déglingué. Voilà. C'est à ce moment-là, bravo, toutes les techniques récentes, bravo au service de cette cause-là. Et on constate facilement que la mortalité de cancer du sein dans le monde occidental baisse, alors que la mortalité baisse, alors l'incidence augmente. Et Mm. si la mortalité baisse, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière ça. Bien sûr. La réflexion est ouverte. Je vous remercie infiniment. Merci mon bras droit et mon cerveau gauche et à la fois mon cerveau droit et mon bras droit, docteur Chebib, coordinateur d'Astarté, et c'est mon couteau suisse Astarté, c'est l'association transméditerranéenne femmes et cancer du sein. pour faire du sein. Merci. Merci. Madame Badassi, la parole est à vous. Merci. Alors, je remercie le docteur Boutet pour la clarté de l'exposé. Franchement, là, vous avez remis sur le tapis un ancien examen qui est l'angiomammographie. Donc là, on comprend l'intérêt qu'on lui accorde et puis j'imagine que ça deviendra un examen de référence. Bon. Là, comme il est indiqué pratiquement aussi bien pendant le traitement de chimio néoadjuvante ainsi qu'en diagnostic. Maintenant, là, ma question, est-ce qu'en matière de prédiction, justement chez les femmes à risque, quand on voit que les récentes recommandations du NCCN, on nous dit de faire une mammographie à l'âge de 30 ans, avec la densité mammaire à cet âge qui est quand même pas... Est-ce que l'angio-IRM aurait une place? Là, je pense que l'enjeu IRM, justement, on sait que chez ces femmes à risque et les femmes mutées, etc., elles ont une radiosensibilité beaucoup plus grande. Donc, l'angiomammographie, on utilise les rayons X. Donc, là, j'ai pas il faudrait faire, je veux dire, un état des lieux bibliographique, justement, mais voilà, le problème, c'est ça. Elles sont jeunes, elles sont radiosensibles, et nous, on va utiliser des rayons. Donc, Ouais. est-ce qu'effectivement, entre le bénéfice et le risque, qu'est-ce qui est... Voilà. Mais de toute façon, ça va être une piste. Et c'est déjà une piste. Hein. Mais après, en tout cas, pour l'instant, les recommandations, c'est plutôt l'IRM. Pour l'instant. Mais je vous dis, voilà, ce serait intéressant, justement,
même de faire un topo avec, enfin voilà, de préciser avec une bibliographie récente, justement la place de l'angiomamographie chez les femmes à haut risque. Même pas tellement à risque intermédiaire, mais à haut risque. Je vous remercie. De rien. Merci beaucoup. Écoutez, le temps avance. Je vois pas d'autres mains levées. Peut-être repasser la parole à notre ami Béchir qui pourra après ça peut-être conclure avec le professeur Lemarié. Tout à fait. Très bien, merci. Donc, à mon tour, je vous souhaite encore une fois une belle année 2026. Je vous remercie, les orateurs et les modérateurs pour cet excellent webinaire et qui ouvre la porte à d'autres webinaires sur le sein. La pathologie bénigne aussi a une grande place pour le diagnostic et la prise en charge et le futur pour le sein. Donc, pour clôturer cette belle réunion, je vous annonce que le prochain webinaire sera le 18 février sur la pathologie thyroïdienne et chez la femme enceinte. Donc, on vous annoncera l'invitation et le lien Zoom. Je passe la parole à mon ami Étienne pour clôturer cette belle réunion. Merci Béchir. Donc c'est bien noté pour le 18 février, thyroïde des femmes enceintes. On va mettre ça dans le prochain bulletin. Écoutez, c'était une séance très intéressante, très riche, avec des exposés. J'ai appris énormément de choses pendant cette session. Et à mon tour, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire au tout début, à mon tour de vous présenter tous mes bons voeux à toutes et à tous pour cette nouvelle année. Continuez ce que vous faites, c'est au sein de la FEFOG, c'est vraiment super. Merci beaucoup et à Merci, bientôt. Merci beaucoup et à bonne année, bientôt. Bonne année. professeur Béchier. Et Au puis revoir. Merci. Au et revoir à tout le toute, monde. bonne année Merci. à toute la Tunisie. Et, voilà. Oui, Au revoir, au revoir. il fait Merci Bonne beau à en vous. Au soirée. Au revoir. Tunisie. revoir. Merci à tous. Est-ce qu'il fait beau en Tunisie? Oui, il Oui, pleut, il fait oui. beau. Il Ouais, il Nous, fait pleut, mais toujours s'il beau. pleut, Il c'est fait très toujours bien. beau en Tunisie. Ils n'ont pas de neige, eux. eh ben, Mais Oui, s'il et pleut, moi, c'est c'est très vrai. bien. je vais affronter la neige, là, vous voyez, Ah, très Oui, bien. en Normandie, à bon, Paris. bon Et courage. Bon bonne courage. Allez, à bientôt. À Merci à bientôt. tous. Au revoir. Au revoir.